Encore une fois, bonjour et bienvenue à celles qui viennent de nous rejoindre. Donc, on a une petite heure et demie ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A, là, le fil de discussion, et on répondra soit en live, en direct, soit on prendra les questions s'il y en a beaucoup et on pourra vous répondre par la suite. Et puis, comme toujours, ce webinaire est enregistré, le replay vous sera envoyé. Et bien sûr, vous pourrez, et je crois que Benoît va nous en parler tout à l'heure, vous pourrez y accéder dans la communauté C'est vous l'expert, donc au replay et à bien d'autres choses aussi. Voilà, je propose qu'on démarre. Alors l'agenda aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Les nouveautés produits, bien sûr, et comme d'habitude avec Cyril Joanneau, le Product Manager de Cegidloop. On va continuer ensuite sur Cegidflow, alors avec l'autre Product Manager de Cegidloop qui est Frédéric Menot. Et puis, comme je le mentionnais, Benoît Christophe Romain de l'équipe avant-vente va revenir cette fois plus en détail sur la communauté C'est vous l'expert. Donc voilà pour l'agenda de ce jour. Encore une fois, un grand merci de votre présence. N'hésitez pas à poser des questions et je vais tout de suite passer la main à Cyril pour la première partie, les nouveautés produits. À toi, Cyril. Ok, merci Pierre. Donc, les nouveautés, c'était le fameux lancement de notre version 5 qui a été effectué il y a quelques jours. Donc, si tu peux passer, tu défiles du coup, je prends la main, Pierre. Non, je peux défiler, il n'y a pas de problème. Ok, super. Donc, il y a eu pas mal de thématiques. On a libéré beaucoup de fonctionnels qui étaient en mode preview. Donc, le mode preview, simplement pour rappel, c'est du fonctionnel qui est prêt en anticipation et qu'on met à disposition des cabinets qui veulent bien jouer la partie pilotage pendant quelques semaines, quelques mois. Ça dépend du niveau de l'effort de développement sur la fonctionnalité. Et dès lors qu'on a suffisamment de retours d'expérience utilisateur, à un moment donné, on généralise ce fonctionnel à l'ensemble des cabinets. Donc, sur la première partie, vous avez sans doute vu la nouvelle interface qui a été livrée. Donc, on applique la charte de Cegid, c'est l'application du Cegid Design System, comme on l'appelle techniquement. Ça remplace les couleurs historiques de Loop pour qu'on puisse s'intégrer à la bannière totalement cegidienne. Et puis d'autant plus que, comme on a beaucoup de clients qui utilisent plusieurs produits Cegid, ça permet aussi d'avoir aussi une homogénéisation des pratiques et des supports visuels lorsqu'on passe d'une application à une autre. Donc voilà. Sur la partie navigation, on n'a pas fait de révolution. Je vais vous partager peut-être mon écran, comme ça je vais vous montrer en direct live, plutôt que les slides. Hop. Est-ce qu'on voit Pierre? Oui, c'est bien. Okay. Bien. Super, donc au niveau du design, on a rapatrié toutes les barres de navigation qui étaient horizontales, on les a toutes intégrées sur la partie verticale. Donc c'est assez simple, on déplie les menus et ainsi de suite. Donc tout est centralisé du même côté. Et il y a quelques fonctionnalités qu'on a déplacées tout en haut à droite, notamment la partie de raccourci, lorsque vous avez plusieurs fenêtres qui sont ouvertes pour passer d'une fenêtre à une autre. Et puis la partie d'accès au robot qui préalablement était sur la partie gauche et qui est passée tout en haut à droite. Donc il n'y a pas eu de changement majeur, si ce n'est que de la disposition centralisée sur la partie gauche. Bien évidemment, le fond de page et tout ça a changé. On a quelques retours utilisateurs pour certains qui trouvent que c'est un peu lumineux, un peu blanc. Donc on attend d'avoir suffisamment de retours de la part des cabinets qui découvrent la fonctionnalité pour voir quelle typologie d'ajustement on pourrait réaliser s'il y avait un confort visuel supplémentaire à apporter. Donc on a bien des premiers retours, des premiers éléments, et puis d'ici quelques temps, en fonction de la synthèse de tout ça,
nous verrons ce que nous pourrons adapter. C'est tout le temps un vrai sujet, hein, le changement d'interface, parce qu'on a tous des habitudes, et moi le premier. J'ai eu pas mal de difficultés à finalement l'appréhender, alors que en fait, je le connaissais en avance de phase de tout le monde. Donc voilà, il nous faut encore un petit peu de temps d'usage pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Le second point, alors attends, du coup, je vais reprendre. Ouais, tu peux Ouais, partager. Voilà, Ouais, je vais vas-y. partager d'un coup, comme ça sera plus simple. Parfait. Donc le second sujet, c'est un nouveau fonctionnel, une nouvelle compétence du robot. Dans l'interface du robot, vous avez un premier onglet qui s'appelle la gestion des pièces en attente, et puis un second onglet qui était la gestion de tous les dépôts, donc la centralisation de toute l'information qui a été digérée par le robot. Alors Cyril, excuse-moi, je t'interromps, on voit toujours Cegidloop, hein, on ne voit pas ton PowerPoint. Hein. Ah, bah c'est pas grave. Hop, je vais passer directement au robot ici. OK. Et donc là, vous avez une nouvelle interface qui est arrivée, qui s'appelle la gestion des transactions en attente. Alors vous m'excuserez pour le lag, j'ai pas une super connexion, hein. Et donc cette interface, elle a une vocation, c'est de permettre aux collaborateurs de rapprocher une transaction bancaire avec un lot de factures. Donc sur la partie gauche, vous avez toutes les transactions bancaires qui transitent par un compte de tiers, donc centralisé sur un collectif 401 ou 411. Et sur la partie droite, dès lors que vous avez sélectionné un tiers, vous voyez, moi je suis sur mon tiers Délice Auto, et ben, je vais avoir toutes les factures non lettrées pour ce tiers Délice Auto. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est déjà pour arriver un peu à sortir de l'interface traditionnelle que vous avez au sein de la comptabilité dans le menu de lettrage, et pour avoir une zone d'expression qui soit un peu plus large que celle que vous aviez dans l'interface de la comptabilité. Et puis surtout, c'est que comme le robot maintenant est en capacité de comptabiliser les transactions bancaires, donc soit si elles proviennent du flux DSP2, et là on a encore une fonctionnalité en bêta qui proviennent de la comptabilisation du flux CFOMB, et ben vous avez la centralisation de toutes ces informations comptabilisées au sein de cette interface. La particularité, c'est qu'on a ajouté des compétences de lettrage automatique, c'est-à-dire que dès lors que le robot va détecter qu'il y a une facture qu'il a comptabilisée et qu'il y a un règlement bancaire qui se présente, et que c'est du 1 pour 1, c'est le même tiers, c'est le même montant, tout seul, il va appliquer le lettrage automatique. Et dans cette interface, ne vous est présenté que ce que le robot n'a pas été en capacité de lettrer tout seul. Donc là, on a besoin de l'aide du collaborateur pour venir terminer les actions de lettrage. Donc le mode de fonctionnement est simple, hein, sur la partie gauche, c'est la transaction. Je considère que mes 200 € se rapprochent de cette facture. Il y a une sélection qui s'opère. Et comme là, mon montant de 200 € est inférieur à ma facture de 420 €, bah, l'outil détermine qu'il y a un solde restant de 220 €. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la gestion d'un paiement partiel sur l'action de rapprochement entre la transaction et la facture. Donc ça, c'est une nouveauté supplémentaire, c'est-à-dire que dans Loop, on n'avait pas le lettrage partiel assez classiquement tel que vous pouvez le connaître dans d'autres applications et au sein de Cegid, sur Cegid Expert et Quadra. On a opté pour la gestion du paiement partiel et qui ne se déclenche qu'à travers cette interface du robot. Donc le fait de dire que ce règlement ne paye que partiellement cette facture, eh ben, on va stocker l'information en base et puis vous pourrez la retrouver ici dans un petit menu qui s'appelle les écritures déjà rapprochées. Si toutefois vous aviez besoin de faire un mécanique inverse, vous vous êtes trompé, vous avez rapproché partiellement à tort, vous pouvez annuler votre action sur ce petit menu. Donc par défaut, c'est l'ensemble des transactions bancaires qui sont présentées. Vous avez des filtres pour vous permettre d'organiser votre travail. La première étape, c'est la partie à vérifier. Donc à vérifier, ce sont toutes les transactions
qui n'ont pas été associés à un compte de tiers, c'est-à-dire qu'on n'a pas été en capacité de reconnaître quel est le tiers concerné par la transaction. Donc c'est arrivé dans ce qu'on appelle un compte d'attente, donc soit c'est un 471, soit c'est un fournisseur d'attente, soit c'est un client d'attente. Donc la première mission, je dirais, c'est de déjà épurer toute cette partie-là pour ensuite passer dans les travaux de rapprochement dès lors qu'on aura rattaché un tiers qui va bien sur la transaction qui était mal identifiée. Donc voilà un petit peu pour vous dresser un peu le portrait. C'est de l'évolution continue, hein, c'est-à-dire qu'on va apporter à chaque fois des nouveautés fonctionnelles sur cette interface. Typiquement, lorsque vous avez un montant qui est inférieur à une facture, aujourd'hui, on applique 2 mécaniques. La première, c'est de constater que c'est un paiement partiel. La seconde, si le montant de l'écart est inférieur à 2 €, on applique une OD de régularisation selon le sens qui alimente un 658, 758. Et bien évidemment, tout ça, ça déclenche le lettrage total automatique derrière. Donc l'enrichissement, c'est de vous aider aussi sur des scénarios un peu plus complexes. Parfois, vous pouvez avoir un trop perçu d'un client, un trop payé d'un fournisseur. Donc dans ces cas-là, le montant, vous aurez capacité à le splitter pour le faire atterrir soit par exemple dans un 409, soit dans un 419. Et puis on intégrera également la partie gestion écart de change parce que vous avez la possibilité aussi de faire du lettrage, hein, bien évidemment, sur une transaction bancaire qui est en devise avec une facture qui a été saisie en devise. Voilà, là, c'est les premières étapes. On a eu suffisamment de retours utilisateurs qu'on a pris en compte pour faire des améliorations en avance de phase, ce qui est le but de la preview. Et puis, on va continuer là, tout au long de l'année 2024 de venir ajouter du fonctionnel à cette interface. Et petite nouveauté aussi pour vous, vu que des transactions bancaires, potentiellement, il peut y en avoir beaucoup, parfois même sans doute plus que des factures. On a mis un petit moteur de recherche ici, dans la liste. Si vous cherchez un montant, si vous cherchez un tiers, si vous cherchez une date, enfin voilà, vous pouvez interroger l'intégralité des données qui sont présentes. Alors Cyril, je t'interromps, justement, il y a 2 questions dans le chat. La première, c'est est-ce que les flux bancaires apparaissent sur PIA aussi bien en DSP2 qu'en CFOMB? Alors, en DSP2 par défaut, oui. En CFOMB, ils apparaissent si c'est le robot qui les a comptabilisés, mais ça, c'est sur une option qui est encore en mode preview. Mais par contre, si ça a été comptabilisé par de la collecte bancaire sur votre mode actuel de comptabilisation, vous allez ici, ce qu'on présente, ce sont les écritures qui sont passées par le journal de trésorerie. Donc, qu'elles aient été saisies manuellement ou qu'elles aient été saisies par le robot, vous retrouvez l'ensemble des transactions qui ont mouvementé un compte 512 avec une contrepartie sur un compte de tiers ou sur un compte d'attente ou sur un compte fournisseur ou client d'attente. Mais nativement, la comptabilisation s'opère de manière automatisée via la collecte DSP2. Okay. Merci Cyril. Alors, deuxième question. Alors, je vais la lire, elle est un peu plus longue, mais alors j'ai bien noté la nouvelle gestion des acomptes pour les règlements partiels dans PIA, mais comment fait-on quand le fournisseur vous demande un acompte égal au solde total de la facture? Donc, la facture d'acompte règle la totalité de l'achat et ensuite je reçois la facture définitive, mais il n'y a plus de solde à régler. Pourquoi ne pas gérer les acomptes avec des écritures automatiques peut-être en 491, il y a marqué 4091, plutôt que de passer par ce module de rapprochement? C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, les factures d'acompte qui vont se présenter au robot, dès lors qu'elles sont considérées comme identifiées comme factures d'acompte, nous allons les comptabiliser directement dans le 409. Donc, vous aurez cette organisation automatique de la gestion du 409 ou du 401 en fonction de si c'est une facture d'acompte ou si c'est une facture dite définitive. Et de la même manière, sur la facture définitive,
lorsqu'on va trouver le mot acompte, parce que sur la facture définitive, ils reprennent la partie de l'acompte déjà versée, on le traitera de la même manière. Donc ça, c'est des évolutions qu'on a en tout début d'année prochaine, là, qui sont dans les cartons et qu'on va livrer prochainement. Donc voilà, je ne sais pas qui a posé cette question, mais en tout cas, nous allons gérer cette partie de manière automatique. Merci Cyril. Donc la partie d'après concernait la déclaration de TVA automatisée. Alors, soit tu peux reprendre le slide ou directement rester sur Ouais, CGI. bah, je vais montrer en direct. Très bien. Donc, notre petite déclaration de TVA automatisée. Donc c'est pareil, là, tout au long de l'année 2023, on a fait pas mal d'évolutions. Des évolutions qui concernent la TVA automatique, bien évidemment, hein, puisque tout ce qui est TVA manuel, c'est-à-dire là où vous remplissez vous-même à la main un CERFA, on n'ajoute strictement aucun automatisme, on développe que la partie TVA automatisée, c'est celle-ci qui hérite de toutes les nouveautés. Donc une des nouveautés qu'on a livrées déjà depuis pas mal de temps et qu'on a généralisé là dans la version 5, c'est le dashboard de TVA. Donc en fait, c'est l'étape préparatoire avant de vous lancer à faire votre déclaration. Et l'objectif de cette vue, hein, c'est de vous présenter des potentielles incohérences qu'on aurait détectées dans la saisie avant de vous lancer sur la production de la déclaration de TVA. Donc, typiquement, là, sur mon dossier, bon, il y a peu d'écriture, hein, mais sur mon dossier, on voit que j'ai une facture d'achat là, qui est encore dans l'interface des pièces en attente dans le robot comptable, et que bah, comme elle est sur la période concernée de ma déclaration de TVA, en cliquant dessus, j'arrive directement sur la facture pour aller la valider dans la comptabilité afin qu'elle soit prise en compte dans ma déclaration de TVA. Donc ça, c'est une typologie de contrôle. On regarde tous les éléments qui sont toujours dans un mode brouillard dans l'interface du robot, donc achat et vente. Sur la partie droite, c'est un indicateur de volume de documents traités sur les périodes antérieures. Donc là, typiquement, je peux voir que sur ma partie des achats là, qui sont matérialisés en jaune, je vois que sur février, j'avais 10 factures, sur mars, j'avais 9 factures, et puis sur janvier, j'en avais que 2. Donc là, si sur la période en cours du mois de janvier, là, que je suis en train d'adresser et que j'en ai que 2, potentiellement, je peux me dire, bah tiens, c'est bizarre, parce qu'en moyenne, d'habitude, j'en ai plutôt une dizaine, donc il doit me manquer sans doute des éléments. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu une aide à la compréhension de l'exhaustivité du flux de documents à date sur votre dossier comparé à une période passée. Un autre élément du contrôle en dessous, ce sont toutes les écritures à contrôler. Donc typiquement, on a détecté que vous aviez des écritures dans un compte d'attente. Donc compte d'attente, qu'est-ce que c'est? C'est 471. Le client attente et le fournisseur attente. Donc là, on va vous renvoyer directement dans l'interface de la comptabilité pour voir l'écriture, apposer une correction et puis ensuite revenir au niveau du dashboard. Et pareil, on a l'écart de TVA sur écriture. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il compare le montant de la TVA qui a été saisi dans l'écriture comptable et prise en compte, qu'on contrôle par rapport au compte de classe 7, sur lequel il y aurait un taux de TVA de paramétrer, pour voir s'il n'y a pas une incohérence entre le montant de la TVA saisie et le montant de la TVA théorique qui aurait pu être calculé sur le compte de classe 7 concerné avec le bon taux de TVA. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pour essayer de détecter s'il n'y a pas des incohérences dans la saisie et attirer l'attention du collaborateur. Et puis d'autres éléments de contrôle, c'est le lettrage. Vu que maintenant on a la gestion des paiements partiels, on intègre, si le fournisseur ou le client est en encaissement, on intègre dans la déclaration de TVA le montant qui a été déclaré comme partiellement payé depuis l'interface du robot. Et des petites alertes, typiquement, on a détecté que vous aviez des sub-fournisseurs qui étaient à 0, mais qui pour autant sont non lettrés. Donc, si toutefois votre dossier est soumis à la TVA sur encaissement côté fournisseur,
eh ben, il faut que vous alliez faire le lettrage pour qu'elle soit prise en compte sur la déclaration de TVA, et ainsi de suite, des fournisseurs débiteurs, des clients créditeurs. Donc tout ça, c'est pour attirer l'attention sur des potentielles anomalies avant de se lancer dans la déclaration. Et dernier élément de contrôle et de prise de connaissance du contexte du dossier, c'est qu'on vous présente à date, là mon dossier il a 2 banques, bah, je présente à date les soldes bancaires et en face, on présente le précalcul de la déclaration de TVA en cours. Donc ça nous permet de s'assurer que potentiellement on a suffisamment de fonds en trésorerie pour aller régler le montant qui est en cours de calcul. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt un côté proactif. Si jamais vous voyez qu'il y a un problème, pas assez de cash, alors qu'on est en train d'adresser une déclaration qui en demande, ça vous permet d'anticiper et de pouvoir prendre contact avec le client pour trouver un moyen de régulariser la situation. Et puis derrière, vous avez tout un tas de justificatifs qui ont été ajoutés. Donc le contrôle de TVA collecté sur solde client à l'encaissement. Donc tout ça, bien évidemment, grâce à la gestion notamment des paiements partiels. Et puis le récap des CA3 qui, lui, va vous centraliser l'ensemble des déclarations. Voilà. Puis on a revu un petit peu les détails, la présentation des états détails. Je ne rentre pas trop loin dans la démonstration, hein. Vous aurez de toute façon, comme à l'accoutumée, nos consultants Franck et Victor qui vont vous faire ça de manière très détaillée. Et c'est simplement pour vous montrer rapidement quels sont les sujets qui ont été livrés. Donc voilà Cyril, sur cette partie. Ouais. oui, juste une question, Cyril, sur la TVA, une question d'anonyme. Concernant les écritures à contrôler quand dans une facture de vente, il y a plusieurs comptes 7 avec le même taux de TVA, mais juste une ligne de compte 4457, cela fait apparaître une incohérence. Alors c'est plus une constatation, semble-t-il, qu'une question. Ah oui, parce qu'il y a 2 comptes de classe 7 et un seul compte de TVA. C'est ça la question, Pierre? Alors, je n'ai que la question, hein, mais... Tu peux me la relire, excuse-moi. Alors, concernant les écritures à contrôler, Ouais. quand dans une facture de vente, il y a plusieurs comptes 7 avec le même taux de TVA, mais juste une ligne du compte 4457. D'accord. Cela fait apparaître une incohérence. En fait, c'est l'incohérence qui ouais. remonte au niveau des écritures à contrôler et qui Ah oui. concerne plusieurs comptes 7, alors qu'il affiche qu'une ligne 4457 en fait. Ok, bah, on prend. Mais il faut qu'on note, ouais, c'est intéressant. Je prends le point, ouais. Vous avez raison. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pierre, en attente? Alors, pas de questions en attente, donc tu peux continuer sur le contrôle continu des écritures du grand livre. Ouais, alors le contrôle continu des écritures, ça, c'est une fonctionnalité qu'on va mettre en preview là, sur le mois de janvier, donc en bêta test. On l'a annoncé sur la V5 parce que nous, on est prêts. On a déjà des premiers scénarios qui pourraient être testables par les cabinets. Bon, sauf que pour des raisons de déploiement et puis de performance, puisqu'on a encore 2-3 ajustements là sur la performance pour pouvoir vous le mettre à disposition en version de test. On va le sortir sur la première version du mois de janvier. À quoi va ressembler cette petite interface? En fait, on a, comme aujourd'hui, la saisie comptable, en fait, que ce soit achat, vente et banque, elle est totalement automatisée par le robot, ou en tout cas, totalement automatisable. Après, c'est un choix d'organisation de chacun. Donc du coup, plutôt que de passer par des statuts de pièces en attente avec le collaborateur va dans les pièces en attente, vérifie la prédiction comptable du robot, valide l'interface, bah, vous aurez capacité à mettre en place l'auto-validation. Et du coup ici, dans cette petite interface là qui liste toutes les nouvelles écritures qui sont arrivées depuis une période donnée, donc vous pourrez filtrer la période. Dans mon jeu de test, je suis sur une période qui va du 1er janvier au 31/12, mais vous pourrez filtrer du 1er janvier au 31 janvier et ainsi de suite. Et ben, vous aurez déjà un niveau de filtre pour dire, bah, moi, je veux voir que les écritures qui ont été comptabilisées par le robot. Donc ça règle une première problématique
c'est si vous avez toute l'auto-validation d'active côté robot comptable, vous pourrez vous rassurer sur ce qui a été comptabilisé et la comptabilité de l'écriture qui a été faite en automatique. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette compensation au niveau de cette interface? C'est qu'à terme, on a le sujet de la facture électronique, bon, même s'il a été un petit peu différé, mais on n'aura plus de sas de décompression entre le moment où on va recevoir une facture depuis un portail, que ce soit PDP, PPF, peu importe. Dès lors qu'on aura reçu la facture, elle va passer tout de suite en comptabilisation. Donc il n'y aura plus cette notion de sas d'attente pour aller valider après une période donnée un document. Il sera automatiquement validé et de ce fait, pour que vous puissiez en avoir la maîtrise et la connaissance, on vous ramène cette information au niveau de l'analyse des écritures du grand livre. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, c'est qu'on a créé tout un tas de scénarios pour regarder toutes vos écritures comptabilisées et détecter des potentielles anomalies. Typiquement, si j'ai là dans mon cas, là, bon là, faites pas trop attention au sujet, hein, c'est simplement pour vous matérialiser le propos. Mais dans mon cas, sur cette écriture, bah, j'ai un tag qui est à vérifier. Donc le à vérifier, qu'est-ce que ça peut être? Donc là, j'ai un contrôle qui me dit, bah, attention, tu as un libellé inférieur à 10 caractères. Donc ça, c'est pour le test. Ce qu'on a ici précisément, c'est une absence de libellé dans l'écriture, une absence de référence dans l'écriture, un compte 471 rattaché à l'écriture. Donc ça, ce sont quelques exemples que je vous cite. Donc autant de scénarios d'anomalies on a, autant de fois le statut à vérifier sera présenté sur une écriture. Et au niveau de cette partie droite, vous verrez quelle est la typologie d'anomalie qu'on a détectée. Donc une des 3 ou 4 là, que je viens de vous citer dans un premier temps. Et puis après, c'est pareil. On est en train de l'enrichir pour arriver à vous donner un outil totalement suffisamment exhaustif, en tout cas, à la sortie de la période fiscale, parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément au mois de janvier, février que vous allez avoir suffisamment de temps pour investiguer tout ça. Et puis nous, ça nous laisse le temps de peaufiner l'outil en fonction des premiers retours. Bah pareil, pour arriver à livrer une expérience la plus aboutie possible sur ce fonctionnel. Donc deux choses, on va pouvoir contrôler les écritures comptabilisées automatiquement, on va pouvoir être alerté sur des anomalies potentielles sur des écritures. Et puis le collaborateur, dès lors qu'il aura vu que cette anomalie-là, finalement, n'en était pas une, il peut jouer avec le statut vu, non vu. Donc dès que je clique sur mon anomalie, elle est forcément vue. Mais je peux très bien la remettre en non vu si toutefois je veux analyser plus en profondeur la prochaine fois. Et donc pareil, avec un jeu de filtres, bah, vous pourrez aller filtrer sur les vus, les non vus, toutes les écritures, celles qui passent par robot, celles qui sont comptabilisées manuellement et ainsi de suite. Et là, on est en train de rajouter un niveau d'information aussi qui est intéressant pour vous sur la partie traçabilité, c'est que sur une écriture comptabilisée, on va intégrer là dans la partie haute à droite, est-ce que l'écriture a été comptabilisée par le robot ou par une action manuelle? Et si c'est par une action manuelle, quel est l'utilisateur qui a saisi cette écriture qui sera mentionnée ici? Donc du coup, vous aurez une traçabilité visible depuis cette interface. Il y a beaucoup de choses d'autres qui vont arriver autour de ça, notamment l'analyse des variations anormales. Typiquement, tous les mois, je saisis une facture EDF qui est à 150 € hors taxe. Ce mois-ci, je suis sur le mois de novembre, je saisis une facture. J'ai une facture EDF qui était à 400 € sur cette période. Rentreront ces scénarios-là au niveau des anomalies. Ce ne seront plus des anomalies d'écriture en tant que telles, mais des anomalies de variation. Donc, on va vous donner aussi suffisamment de feedback pour analyser des incohérences potentielles. Est-ce que la facture elle est fausse? Est-ce qu'on s'est trompé? Ou est-ce que, bah, en effet, ce mois-ci, il y a une surconsommation d'énergie? On a connu ça là, il n'y a pas très longtemps. Et ça permet de se poser les bonnes questions.
Voilà pour un peu vous donner une projection. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, en plus, on ne peut pas vous l'activer en bêta test, mais dès le mois de janvier, là, on aura capacité à le faire. Et puis vos premiers retours seront intéressants pour nous, pour voir si on n'a pas oublié des usages, s'il n'y a pas des manques, si c'est suffisamment compréhensible pour qu'on puisse, travailler tout ça pendant votre période fiscale. Est-ce que tu as des questions, Pierre, qui seraient potentiellement arrivées? Écoute, non, pas de questions. Pas de questions, pas de réaction. Bon. Parfait. Et puis, je crois qu'on a un dernier point dans les cartons là, sur la V5, si je dis pas de bêtises, Pierre. Oui, personnalisation du programme de travail. Ah, révision. Alors, la révision. Donc, on avait fait pas mal de choses déjà depuis plusieurs mois sur le programme de travail, la gestion des diligences et ainsi de suite. Et on a pas mal de cabinets qui ont des besoins de personnalisation supplémentaires aux standards que nous offrons dans la version là. Donc du coup, vous aviez une interface dans la partie cabinet. Donc ça, c'est accessible simplement aux administrateurs qui sont sur Cegid-Loop, les administrateurs du cabinet. Vous avez le programme de travail de Loop où là, vous voyez d'une manière en ligne à ligne l'ensemble des diligences qui sont traitées par le programme de travail. Et puis là-dedans, parfois, il y en a certaines où vous trouvez que, je ne sais pas, la description n'est pas suffisamment claire. Vous souhaitez ajouter une condition d'affichage, enfin, vous souhaitez vraiment personnaliser la diligence. Et bien maintenant, vous avez, toujours dans le référentiel comptable, vous avez le programme de travail cabinet. Et ce qu'on a ajouté, c'est la possibilité, lorsque vous allez créer votre propre diligence, vous allez pouvoir repartir d'une diligence qui vous semble suffisamment proche de l'objectif que vous voulez atteindre, mais pas suffisamment précise par rapport à votre besoin. Donc, vous pourrez partir d'un de nos modèles, qui sont une des diligences du programme de travail standard, de sélectionner, de dire OK, et à partir de cette diligence, venir ici, paramétrer la configuration. Donc, alors, ça veut dire qu'il faut un peu maîtriser cette partie-là. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une condition? Qu'est-ce que c'est que une rubrique et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est documenté dans l'aide en ligne. Vous verrez, c'est assez simple. Et sur cette partie-là, on a amélioré également la gestion des pièces jointes. Qu'est-ce que c'est qu'une pièce jointe? C'est par exemple si vous avez une feuille de travail Excel qui sert de modèle dans la revue d'une diligence en particulier. Vous pourrez l'ajouter. Et donc, dès lors qu'on va charger le programme de travail côté collaborateur, le collaborateur en héritera de cette diligence, plus de cette pièce jointe, à condition bien évidemment que la condition d'affichage que vous aurez déterminée ici réponde bien au contexte du dossier. Parce que si par exemple la condition c'est tu m'affiches cette diligence si et seulement si le compte 580 est mouvementé ou non mouvementé, bon, après, ça, c'est du réglage, et en fonction du réglage de la condition, soit elle s'applique au dossier, soit elle ne s'applique pas au dossier. Donc voilà un petit peu les travaux qu'on a menés sur cette partie. Et puis, comme vous allez travailler sur la personnalisation et que potentiellement vous allez bouger des fourchettes de compte, là, dans mon cas, je couvre la fourchette de compte 58 à 589. Comme là, l'administrateur va avoir la main pour personnaliser, vraiment pour caler au plus près de son organisation interne cabinet, on a rajouté des contrôles qui vont vous permettre de vérifier que le paramétrage, vous n'avez pas fait des doublons de fourchettes, enfin, si ce qui a été paramétré par l'administrateur finalement est suffisamment cohérent avant de le mettre à disposition au sein du cabinet. On a une dernière partie qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on appelle le fichier JSON. Donc ça, si je vais dans un programme de travail pour vous dématérialiser l'histoire.
comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle, là, ce petit tableau là qui apparaît aujourd'hui dans chacune des diligences, en tout cas, qui ont besoin de porter un contrôle de ce type. On a des tableaux et tout ça, ces tableaux-là, c'est les équipes de Cégide qui le font, qui le paramètrent. Et donc là, on est en train de travailler, pareil pour la sortie de l'APF, pour vous donner suffisamment d'outils et que vous soyez autonome à créer vos propres contrôles en fait au sein du cabinet. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'arriver à vous détacher au maximum de vos feuilles Excel, parce que la feuille Excel, c'est bien, ça nous a tous servi pendant très longtemps, mais c'est un support qui est à côté, c'est un support qu'il faut ouvrir, qu'il faut charger, qu'il faut refermer, il y a des allers-retours. Donc du coup, ce qu'on va vous permettre, c'est de matérialiser en fait ce que vous avez transcrit dans votre fichier Excel à l'intérieur d'une diligence. Et ça, aujourd'hui, c'est très complexe à faire parce que ce sont nos équipes de paramétrage qui ont des outils pour y arriver. Demain, ce qu'on veut, c'est rendre tout ça un peu plus démocratisable, accessible pour l'administrateur du cabinet pour qu'il puisse lui-même décider de créer son propre tableau directement dans le programme de travail. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu les perspectives en même temps que je vous montre la nouveauté. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette V5. Alors bien évidemment, il y a eu d'autres choses. Je vous invite à regarder la note, la release note là, qui est dans les lignes de Loop. Mais c'était pour vous faire ressortir les grandes thématiques, quoi. Cyril, il y a une question sur le modèle de programme de travail et les conditions d'affichage. Ces conditions d'affichage que tu as montrées, c'est bien dans le cadre où on crée un programme cabinet, c'est pas dans le cadre où on part d'un dossier modèle et qu'on veut que ce Non, modèle-là non, s'applique à c'est d'autres. vraiment dans le cadre de la diligence créée au niveau du programme de travail cabinet. Top, super. J'espère qu'on a répondu au cabinet Sofar qui nous a rejoint. D'ailleurs, on a rajouté pour la compréhension de chacun, on a rajouté ici les conditions. C'est-à-dire sur cette diligence, elle n'est pas là par hasard, là, ma diligence, et elle n'est pas mouvementée par hasard. Vous avez les fourchettes de ratissage qui sont prises en compte, donc ça c'est les racines de compte. Et ensuite, vous avez la notion de condition. Donc il va falloir juste vous familiariser avec ce langage, mais qui est franchement pas compliqué. Is not nul, je pense que même si on n'est pas bon en anglais, on doit arriver à peu près à comprendre ce que ça veut dire. Donc en gros, si un compte est mouvementé entre le 512 et le 517 999 et qu'il n'est pas nul, le 0 c'est l'exercice en cours, et ben la condition s'applique en fait. Donc la syntaxe n'est pas très difficile à prendre en main et tout ça on l'a documenté dans les lignes de Loop. Vous avez un document qui vient expliquer toutes les conditions, qu'est-ce qu'on peut y faire, pas y faire. On pourrait très bien conditionner une diligence, par exemple, sur un champ d'information du dossier. On pourrait dire, cette diligence, elle s'applique que si mon dossier est en tenue comptable ou s'il n'est pas en tenue comptable. Enfin voilà, après on peut imaginer tout un tas de scénarios pour répondre aux besoins de la personnalisation. Top. Super, merci Cyril. Merci Cyril. Alors ne t'en va pas Cyril, car il y a un dernier point dans ta partie qui est le point de suivi des irritants, dont on avait parlé déjà depuis, je crois, juste avant l'été, qui seront livrés d'ici la fin de l'année 2023. Ce que je propose Cyril, c'est de partager ton... Ouais, je te laisse reprendre le partage du coup, Pierre. Très bien, je fais ça. Et tu peux... voilà, je suis en train... Voilà, je pense que ça va arriver, c'est bon. Oui, donc on avait un sujet sur les irritants avec Reda. Pour ceux qui étaient présents, on vous en a parlé également au dernier Loop Day qu'on a vécu avant l'été. On a des retours utilisateurs, notamment des clients qui viennent de Cégide Expert et Quadra, bien évidemment, parce qu'ils sont assis sur une habitude et un fonctionnel qui était disponible.
et que parfois, pour partie, vous ne retrouvez pas le même niveau de fonctionnalité dans Loop. Donc il y a des sujets sur lesquels on n'ira pas, parce qu'il y a une approche qui est faite par ces outils et qui n'est pas l'approche qui a été décidée dans Loop. Mais pour autant, il y a des vrais sujets qui sont purement fonctionnels, qu'on n'a pas adressés, parce qu'on a tout misé, nous, pour faire la différenciation et être en avance sur nos amis. On a tout misé sur l'automatisation, donc toute la puissance du machine learning, du robot, l'ouverture aux API et ainsi de suite. C'est là-dessus qu'on a notre vraie valeur ajoutée. Mais ça ne veut pas dire que il y a des éléments qu'il ne faut pas prendre en compte. Donc du coup, on a listé tout un tas de demandes qui ont été faites depuis quelques mois. On les a centralisées. Tout ça, ça a été challengé avec des cabinets, les responsables, enfin vos intervenants en direct, que ce soit les consultants, les CSM, les avant-ventes. Et de tout ça est arrivée une liste. Alors la liste est au nombre de 60 points au jour d'aujourd'hui. Donc il y a 60 points d'identifiés. Et ce qu'on va faire tous les mois, c'est qu'on va vous dire sur ces irritants, bah voilà, ces irritants-là qui sont identifiés, ce sont les prochains qu'on va sortir à l'échéance de la prochaine release ou des 2 prochaines releases. Donc ça vous permet de vous donner suffisamment de visibilité sur qu'est-ce qu'on va traiter, quels sont les points, et également on fera l'exercice de quels sont les points qu'on a traités, pour qu'on arrive comme ça jusqu'au bout de l'année prochaine, au bout de la fin d'année prochaine, à épuiser ces fameux 60 points pour qu'on en soit tous débarrassés, qu'on soit plus serein sur notre productivité dans l'outil, quoi. Donc pour vous donner quelques exemples, là, alors il y en a certains là que je vous montre sur le PowerPoint qui sont soit livrés ou soit qui vont être livrés dans la version du 28 novembre ou dans la version de tout début décembre. Donc là, on est vraiment en proximité sur les échéances. Donc sur la collecte des relevés bancaires, lorsque vous paramétriez la collecte des CFONB notamment, il y a toujours une date de début de collecte et en fonction du dossier, quand est-ce que vous le reprenez, quand est-ce qu'il démarre, dans quel état il était avant sur l'autre logiciel, vous pouvez jouer avec la date de début de collecte pour qu'on commence à récupérer les relevés bancaires à partir de la date indiquée. Il y avait quelques scénarios qui n'étaient pas correctement gérés, donc on a bien calé cette date de début de collecte pour une expérience optimale. On a un débat qui perdure souvent avec des cabinets sur la partie auto-ventilation des 401 débiteurs, des 411 créditeurs. Donc, c'est des pratiques qui ont été permises sur CJ d'Expert et Quadra. Comme nous, on veut automatiser, et ça répond à la question d'une personne tout à l'heure, la gestion des factures d'acompte, le traitement de la reconnaissance des acomptes sur les documents, il faut à tout prix qu'on conserve les fondamentaux, hein, qui sont de dire qu'il faut passer par un 409 quand c'est débiteur et inversement pour un 411, un 419 quand les créditeurs. On vous met à disposition dans l'interface au niveau de la consultation du compte un moyen de faire une réaffectation rapide pour que vous ayez une bonne répartition de vos postes au poste du bilan. Un outil qui a été un petit peu laissé de côté pendant longtemps, c'est l'outil de recherche des écritures. Donc pareil, on avait pas mal de demandes, pouvoir avoir plus de champs de colonnes et retrouver les champs que vous avez dans les colonnes au niveau de la consultation et du lettrage. Pouvoir copier-coller un résultat de recherche dans Excel. Pouvoir voir le code lettrage d'une écriture. Et là, vous aurez même la capacité dans votre copier-coller à conserver le code lettre et puis avoir l'ID unique qu'on présente parfois dans certains endroits. Pouvoir également arriver depuis la consultation, si vous êtes en train de consulter le compte 607, je ne sais pas quoi, et que vous cliquez sur la petite recherche d'écriture, on va vous conserver le 607 et puis vous allez pouvoir comme ça gagner du temps plutôt que d'aller dire dans votre filtre ce que vous cherchez. Enfin voilà, tout un tas d'améliorations autour de la recherche d'écriture. C'était une demande qui était assez forte de la part de tout le monde. Sur la partie gestion du cabinet,
Là, c'est les histoires de casse quand vous tapez une recherche de dossier ou lorsque vous ajoutez un dossier avec majuscule, minuscule, selon ce que vous tapiez. Parfois, on n'arrivait pas à le trouver, donc ça a été réglé aussi. Et sur la partie fiscalité révision, vous nous challengez aussi sur la notion de réduction de la taille des fichiers PDF que vous produisez depuis les sommaires, notamment pour les cabinets qui ont une organisation sur des outils de signature, lorsqu'ils mettent une plaquette dans un outil de signature électronique, parfois en fonction de la taille, ça allonge les temps de traitement. Donc on a travaillé pour réduire tant que possible la taille de ces fichiers PDF. Des automatismes, alors ça c'est un exemple, hein, il y en a un, mais il y en a plusieurs. On n'est pas allé totalement sur l'automatisation entre ce qu'on a dans la compta, ce qu'on a dans le programme de travail, ce qu'on a dans les cut-offs et l'alimentation des rubriques fiscales. Donc il nous reste encore quelques scénarios à adresser. Typiquement, là c'est un exemple, mais c'est la ventilation automatique CA France et export sur la 2052, là, sur la donnée complémentaire. Bon, ça revenait de manière assez régulière. Sur la révision, on avait introduit un fonctionnel il y a 1 an, je crois, qui était de vous identifier quels étaient les comptes qui avaient été mouvementés post-visa. Mais on ne vous donnait pas le détail des écritures. Donc c'était un peu rose, quoi. Il fallait aller trouver quelle écriture sur ce compte était concernée par la modification post-visa. Donc maintenant, vous aurez un accès direct à ou aux écritures qui ont été ajoutées sur un compte qui avait été préalablement visé. Et pareil dans la synthèse de supervision, vous nous aviez demandé d'avoir les points d'attention qui remontent en plus des points en suspens. Et puis d'avoir un peu plus d'informations qui soient vraiment orientées sur la prise de connaissance du dossier par le manager. Donc retrouver la synthèse des cycles, avoir une réorganisation un peu des onglets plutôt que d'avoir tout qui se suive de haut en bas là, à la queue leu. Voilà, donc ça typiquement ce sont des sujets qui font partie de notre liste des 60 points là et qu'on va livrer d'ici le mois de décembre. Voilà, je sais pas Reda si tu voulais ajouter un sujet sur la partie irritant, mais Oui, c'est un point très important hein, pour nous et un gros travail a été fait sur la synthèse de ces points-là. Vous y retrouverez des points qui sont là depuis 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres quelques mois. Le travail que Cyril a fourni avec ses équipes, c'est de vraiment cibler ceux qui vont vraiment apporter de la valeur ajoutée, toujours en ne pas voulant refaire comme ce qui existe déjà, mais avec une réflexion un peu plus de comment ça peut améliorer le quotidien des utilisateurs Loop, précisément. On ne veut pas refaire un outil qui existe déjà et qui a déjà vécu sa vie, même si des fois ils ont des très bonnes idées. Mais l'idée, c'est de proposer, voilà, répondre aux besoins sur Loop et de manière comme on le souhaite, comme on veut écrire l'histoire Loop. Donc ça, c'était pour vous dire que c'est très important cette liste-là, elle est diffusée. On a une équipe dédiée pour ça, donc une équipe vraiment qui est dédiée pour ce type de fonctionnel. Et avec Cyril, on ambitionne de pouvoir vous mettre à dispo en fait l'avancement de ces travaux-là avec une roadmap un peu plus vivante et qui va s'échelonner sur toute l'année 2024. Donc rendez-vous début 2024 pour cette roadmap un peu interactive qui va pouvoir vous permettre de savoir où on en est sur les différentes phases, sur les différents items de ces irritants-là. Voilà, c'était pour conclure sur cette petite partie. Merci beaucoup Reda et merci Cyril. Je propose qu'on passe, oui je vois que le temps file, on va passer sur le deuxième point de l'agenda aujourd'hui qui est Cegitflow avec un point de la part de Frédéric. Bonjour Frédéric. Je vais projeter. En fait, je crois qu'il n'y a que cette slide.
Oui, il n'y a pas de slide sur le sujet. En fait, on va faire un petit état des lieux de l'application Cegidflow, puisque certains d'entre vous ont pu déjà la mettre en œuvre et ils sont contents, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, d'autres clients ont, dans la mise en œuvre de l'application Cegidflow, pu rencontrer certains dysfonctionnements, surtout sur ce qu'on appelle l'onboarding de l'application. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des petites problématiques techniques sur lesquelles les équipes sont en train de travailler depuis quelque temps, mais là, elles sont en train de faire un tour de force pour essayer de stabiliser et d'enlever les problèmes aléatoires. En fait, nous avons rencontré des problèmes aléatoires en fonction des dossiers, en fonction des use cases, qui faisaient que l'expérience proposée sur Cegidflow n'aboutissait pas directement, ou en tout cas de façon fluide. Donc on est conscient, on est désolé de ces petites problématiques, enfin en tout cas pour les personnes qui sont concernées et les dossiers concernés. Sachez que quand vous faites des tickets sur ces sujets-là, ils sont priorisés au sein de nos équipes. On essaye de débloquer la situation pour que cette phase d'onboarding de l'application fonctionne correctement. Et puis, il y a aussi un petit sujet qui est associé, qui est pour les personnes qui ont activé la DSP2. Dans certains cas, là, on a d'autres problématiques qui sont dues à notre partenaire Bridge, qui peut, dans certains cas, dans certaines banques, dans certaines fonctionnalités du produit ou en fonction des évolutions que font les banques, il peut y avoir des petits dysfonctionnements sur la récupération des flux bancaires sur la DSP2. Donc, ce message que je vous passe, il est pour vous rassurer, en tout cas pour les personnes qui ont rencontré ces différentes problématiques. Tout le monde est sur le pont. L'objectif, c'est que l'ensemble de ces problématiques-là soient soldées, je vais dire, pour moi, je vais dire, avant la fin de l'année, pour que tous les inboarding de ces applications Flow et de la DSP2 soient un non-événement. En tout cas, on perd le côté aléatoire et que ça soit quelque chose qui soit cohérent sur l'ensemble de vos dossiers pour l'ensemble de vos clients. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, ou Reda ou Pierre, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre pour avancer sur le sujet? J'en vois pas, mais c'est important ce que tu as souligné. Il y a sur Flow, la complexité technique de ce qui est proposé, même si Flow peut sembler très simple et très, très facile d'approche, et c'est notre volonté, hein, que ça soit très très simple, derrière il y a une complexité technique de par le fait qu'il y a plusieurs acteurs derrière, l'acteur bancaire passe par un intermédiaire, qui passe par la TPE, etc. Donc voilà, c'est en rodage, on essaye, une fois que ça marche très bien, donc on en est content. Et parfois, bah, il y a des petits blocages, et on se met dessus très très vite. Et c'est pour ça, Frédéric se voulait d'être rassurant sur le fait que vos remontées et vos paniques à vous et à vos clients, bah, ils sont ressentis de la même façon chez nous, côté R&D, côté produit. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, face à la situation de blocage. On en est conscient et on fait tout pour que ça soit le moins douloureux possible pour vous. Et pour terminer, rappelle, hein, les équipes, si vous avez des problèmes, sont là pour répondre au plus tôt à toutes vos sollicitations et aux tickets que vous pouvez faire sur le sujet pour, débloquer votre dossier. Et si potentiellement on a identifié qu'on avait un problème avec une banque, qu'on avait un problème un petit peu plus important, le support vous en fera part et vous permettra, pour votre cas ou le use case qui a été identifié, de trouver et de vous répondre rapidement à la problématique, et surtout avoir un discours avec votre client en disant bon, ok, on a rencontré un petit sujet, on réessaye la semaine prochaine ou dans 15 jours quand Cegid nous a fait signe, et puis on peut le mettre en œuvre. Ce que je vous dis là, c'est dans une période qui est temporaire, il faut bien comprendre ça, et que jusqu'à la fin de l'année, les efforts seront faits au niveau de la R&D, du support, pour que tous ces sujets soient derrière nous, pour qu'on va dire début de l'année prochaine, ce soit un non-événement. J'espère que mon discours vous a rassuré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Frédéric. Et merci Reda. Non, pas de questions, mais n'hésitez pas, hein, si des questions vous viennent. Là, on va bientôt arriver à l'heure de webinaire, donc je propose qu'on passe à la troisième et dernière partie de notre échange aujourd'hui. Mais effectivement, n'hésitez pas à communiquer vos questions dans le fil de discussion. En tout cas, un grand merci à vous deux et merci pour ce message de réassurance. En effet, je propose que l'on passe la parole à Benoît Christophe Romain, qui fait
partie de l'équipe Customer Success et qui va vous parler de un petit peu plus en détail de la communauté. C'est vous l'expert. À toi, Benoît. Je te donne la main. Bonjour à tous. Alors, tu peux passer la slide si tu veux. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la communauté. Et donc, du coup, en effet, comme vous le savez, on vous passe pas mal de messages ces derniers temps sur le fait de vous inviter, de vous convier à communiquer et échanger sur la communauté. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est très important de vous connecter, de faire connecter vos collaborateurs, parce que c'est pas ouvert exclusivement à quelques personnes du cabinet, mais c'est bien ouvert à tous les collaborateurs concernés par le cabinet. Donc, du coup, en effet, pour pouvoir vous connecter, on a un lien qu'on va voir juste après, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, on a 5 communautés qui sont en ligne pour vous permettre d'apporter différentes informations. Alors là, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur celle de Cegid Loop, mais l'esprit sur les autres communautés est identique. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est que l'idée, c'est d'avoir de l'échange et de la communication autour de tout ça. Donc, je veux bien, Pierre, que tu passes à la slide suivante. Donc, l'interface, elle a été un petit peu revue, on l'a un petit peu plus modernisée, parce que certains avaient peut-être déjà vu la version précédente. Mais là, du coup, l'idée, c'était qu'on enrichisse encore plus et qu'on aille un peu plus loin dans le bouquet de services par rapport à ça. Donc, pour rejoindre la communauté, vous avez les éléments là sous les yeux. Et donc, du coup, en effet, on a soit le lien par une URL que vous avez juste au-dessus, là, dans le premier pavé bleu, là, le comment se connecter. Donc, vous pouvez soit saisir cette URL dans votre navigateur et ainsi rentrer avec votre compte Cegid Life, qui vous permettra ainsi d'accéder aux différentes briques qu'on vient de voir juste avant. Et là, du coup, vous pourrez vous abonner en passant sur l'étape d'après, c'est-à-dire rejoindre le groupe. Et là, du coup, c'est important, ça, c'est très essentiel, parce qu'en vous abonnant, ça vous permet d'avoir les notifications, les échanges qui s'opèrent autour de cette communauté. C'est très important. Donc, vous pouvez vous abonner à plusieurs communautés, surtout pour les cabinets qui ont une ancienne gamme Cegid. Rien n'empêche d'être aussi présent sur la communauté Cegid Expert, Quota Expert, pour pouvoir avancer. Il y a aussi une communauté collaborative, donc éventuellement vous pouvez aussi être sur ce schéma-là. Donc là, c'est important ça de bien faire ça. Beaucoup de cabinets sont restés sur la première étape, donc c'est important de passer aussi à la deuxième, de bien rejoindre le groupe, de bien vous notifier sur le groupe pour pouvoir avancer par rapport à ça. Puis après, éventuellement, avec le smartphone, on peut aussi y accéder. Et là, auquel cas, vous pouvez flasher le code qui est tout en haut. Et donc, du coup, vous pouvez aussi accéder à la communauté de manière mobile. Bon, là, l'interface est un peu plus petite, mais il faut savoir que la communauté, elle permet aussi d'être lisible de l'extérieur. Je peux suivre les événements, les éléments, les échanges au travers de la communauté à travers le smartphone. Pierre, je veux bien que tu passes à la suivante. Alors, l'intérêt de la communauté, il est essentiel, c'est au niveau de différentes dynamiques, en fait. On va avoir bien sûr le fait que vous puissiez échanger aussi entre vous, on va avoir des points de vue, des remarques, des observations. L'idée, c'est qu'on soit dans une approche constructive, c'est-à-dire plutôt gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'être dans une démarche où ce que vous allez remonter dans la communauté doit nous permettre aussi de mieux évaluer nos efforts, peut-être mieux partager certaines choses, revenir sur plusieurs précisions. C'est essentiel. On n'est pas dans un schéma purement formation, usage. On peut être aussi dans des demandes d'amélioration, des ouvertures de perspectives autour de la solution ou des explications des schémas. Donc ça, c'est très important d'être dans cette partie-là par rapport à la communauté. Mais aussi, on va aussi pouvoir suivre toute l'actualité. Pierre l'avait mis tout à l'heure en préambule, mais par exemple, ce webinaire sera partagé dans la communauté. Donc, ça permet ainsi d'avoir l'historique et toutes les archives de tous les échanges qui existent. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, bien sûr, tout le fil de conversation et de discussion que vous avez qui vous permet d'échanger entre vous. Donc, il y a des réactions qu'il faut avoir. On peut partager, se donner des points de vue. Ça peut être aussi sur des bonnes pratiques. N'hésitez pas à partager les uns les autres ce que vous faites en termes d'usage, d'exploitation. Il y a des sujets qui sont pertinents et tout est bon à prendre et ça permet de consolider l'adoption et l'usage du produit. Et bien sûr, ce que nous on fait côté Cegid, donc on a une community manager qui s'appelle Amandine, que beaucoup ont peut-être déjà pu côtoyer dans ces échanges, qui elle justement va être l'animatrice des communautés. Elle prend les informations et bien sûr il y a toute une équipe derrière Cegid qui l'accompagne.
où chacun des services se permet d'être assez réactif pour vous aider à donner les réponses, avoir l'éclairage. Donc la proximité, c'est essentiel. On a aussi besoin de vos témoignages et de vos retours, et on se doit de ce fait prendre en charge et en considération vos attentes, et pour pouvoir faire améliorer tout ça ensemble. Je veux bien que tu passes à la suivante, Pierre. Donc après, la communauté, on l'a enrichie avec une spécificité, c'est-à-dire qu'en fait, on trouvera dans des onglets une boîte à outils. Et la boîte à outils sur CJDLoop, elle est découpée en 4 thématiques fortes. Donc les premières thématiques, c'est premier pas avec CJDLoop. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur des premiers pas? C'est principalement des supports, des guides sur comment je dois m'organiser, me préparer à la mise en œuvre de la solution CJDLoop. Donc ça peut être différentes dimensions, des dimensions de conseil, d'approche. Alors on est plutôt sur des supports assez génériques. Ça dépend de la taille du cabinet, ça dépend de ce que vous faites, d'où vous venez, les poses d'origine. Mais l'idée, c'est de vous apporter de l'éclairage sur le comment je dois m'organiser, comment je dois me préparer à aller vers une solution comme CJDLoop sur différentes briques. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc allez-y, consultez les supports. N'hésitez pas aussi à faire des remarques dans la communauté de besoin de support. Il peut y avoir des outils que vous aimeriez voir venir. Puis nous, après, on verra comment construire ça et vous apporter des réponses pour que vous puissiez justement avoir satisfaction dans le démarrage. Donc les premiers pas, ça touche plutôt le démarrage. On est plutôt dans ces éléments-là. Alors, les processus, on est plus sur du conseil. Conseil plus sur une approche générale, plutôt stratégie, ou processus technique, c'est-à-dire explication des usages. Donc à l'intérieur de cette brique-là, on retrouvera plus des outils qui nous aident à avoir la réflexion de se dire, lorsqu'on est sur un outil comme CJDLoop, on va plutôt être sur un outil avec des nouveautés type l'automatisation, type les enjeux avec le partage, les échanges, la coprod, l'interopérabilité. Donc du coup, on se retrouve ici plus à avoir des guides, encore une fois, sur le comment je vais devoir m'embarquer, échanger un peu mes usages d'aujourd'hui vers des usages de demain. Donc on est plutôt dans cet esprit-là, sur cette brique-là, où là on est plutôt sur de l'ouverture, de la stratégie et du processus. Astuces et tutos, là on va plutôt être sur un domaine où là on a mis à disposition quelques webinars, enfin quelques petites vidéos en fait, hein, très ponctuelles. C'est vraiment entre guillemets chirurgical sur certains modules, etc. Donc ça c'est très, très important de prendre connaissance de ça. Alors évidemment là ça va bouger un peu dans les prochains temps. Il faudra attendre un petit peu 2024 parce qu'on est en train de travailler d'autres angles par rapport à ça. Donc cette brique-là, elle est pour l'instant là, elle est là depuis juin. Elle donne déjà un premier niveau de ce que vous allez avoir, mais ça va s'enrichir, ça s'accélère. Donc là, on travaille en interne sur pas mal de sujets à ce niveau-là, où là, en fait, on va bientôt étendre sur beaucoup plus de vidéos, où le collaborateur qui sera formé ou en cours de formation pourra aller chercher de l'information à travers cette brique, et donc du coup pouvoir s'auto-informer des usages. Là, dans l'astuce et tuto, on est vraiment dans l'usage du produit, de la solution. Donc c'est ce vers quoi on va tendre par rapport à ça. Donc cette version-là, aujourd'hui, elle est assez limitée, mais elle va s'étendre. Donc je vous rassure, on a vraiment pris ça à bras-le-corps et on va le développer. Et là, c'est en cours, on devrait livrer ça au début 2024. Et puis donc du coup, les actualités. Donc ça, vous connaissez plus, puisqu'en effet, les webinars qu'on évoque aujourd'hui en font partie. Mais il peut y avoir aussi des témoignages, il peut y avoir aussi des annonces. Lorsqu'il y a des journées on air, tous les événementiels sont partagés ici. Donc du coup, ça permet de centraliser aussi l'info. On sait très bien que vous recevez beaucoup de mails, beaucoup de communications diverses. Donc là, l'idée, c'est bien de passer par la communauté. Quand on est un peu perdu, on sait qu'on doit retrouver tout ce qui est événements et annonces au travers de ça. Je veux bien que tu passes à la suivante. La suivante, c'est la dernière slide de la clôture. Oui. Tu voulais peut-être partager ton écran. Ouais, alors du coup, je vais partager mon accès. Alors hop, je me réauthentifie. Voilà, alors je partage rapidement. Hop. Il me dit Pierre, c'est un timing, combien de temps il me reste? Alors pour l'instant, on ne voit pas ton écran, Benoît.
Au niveau timing, on est bon, hein, parce que il est presque 3h10. Moi, je vais survoler. Attends, bouge pas, je partage de suite. Okay. J'arrête le partage de mon côté. Oui, je crois que je vois ton contenu. Très bien, c'est bon, tu peux y aller. C'est parti. Voilà. Donc là, du coup, je vous partage. Donc là, en effet, en préambule, vous êtes connecté avec les écrans que vous avez précédemment, c'est-à-dire le lien qui est juste ici, en fait, hein, cjidemysite.com. C'est celui-ci, le lien. Donc cet accès-là vous permet de vous met une mire d'accueil. Sur cette mire, je rappelle que vous rentrez avec votre profil CJLife. Donc ça veut dire aussi que si je suis collaborateur du cabinet, mais qu'en effet une gouvernance d'un cabinet où tout passe par une personne qui a un seul profil CJLife, évidemment, il va falloir créer chacun des profils pour qu'ils puissent accéder à la communauté. Donc ça, c'est important d'en prendre note. Donc du coup, c'est important de le considérer. C'est-à-dire que je rentre de manière nominative dans la communauté. Donc en fait, on se retrouve ici dans la communauté. Alors je vais juste revenir sur le pavé d'avant, pardon. Voilà, donc ici vous retrouvez les 5 communautés de la profession. Hein, donc là, bon là, entre autres, j'ai focusé sur CJLoop, mais vous voyez, vous avez le collaboratif, et puis vous avez aussi Conciliator pour ceux qui ont peut-être les deux, mais surtout Quadra Expert et CJ Expert, où là aussi, il y a des communautés où vous pouvez communiquer. Donc je viens ici sur CJLoop, et l'élément qui est très important, c'est de bien vous mettre ici, normalement, là, moi, c'est mon cas, je suis déjà dans le groupe, mais ici, vous allez avoir un menu qui vous demande de vous associer à ce groupe, pour que vous puissiez vraiment être dans le groupe de la communauté. Donc ici, on retrouve les différents échanges. Donc là, dans cette partie navigation, on a ici tout le fil de conversation, où là, chacun s'exprime et explique les choses. Donc Amandine, elle pilote et elle anime et elle fédère autour de ça. Hein. Et puis, bien sûr, vous voyez, entre deux, elle fait des publications sur les arrivées de, là, comme pour aujourd'hui, le webinar, entre autres, les nouveautés, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser de l'information, de publier, pour que vous puissiez avoir la visibilité en temps réel, quasiment, de ce qui se passe et de ce qu'on vous met à disposition. Donc au-delà de ça, on a en haut la boîte à outils, qui est ici. Donc on a précisément... Souris suffit, hop, pardon. Donc du coup, on a les 4 onglets ici. On a ma boîte à outils. Donc la boîte à outils, on a mes premiers pas, pardon. Donc là, on se retrouve ici sur les premiers pas. Je vais passer rapidement dessus. Donc là, quand je vais dans mes premiers pas, je vais y aller ici, ça va être plus simple. Un petit peu de latence, je suis en télétravail, pardon. Voilà. Donc quand on arrive sur mes premiers pas, en fait, vous allez arriver sur ce type de menu, où là, en effet, on va avoir plusieurs documentations qui sont mises à disposition. Donc ici, on retrouve, par exemple, donc là, je rappelle, mes premiers pas, on est vraiment dans quelque chose qui est plus près du démarrage sur CJLoop. Cela dit, on peut aussi avoir fait un démarrage en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a suivi un parcours de formation, on a commencé à migrer des dossiers, puis on veut donner un coup d'accélérateur. Donc si on veut donner un coup d'accélérateur sur sa migration, on peut venir ici piocher aussi de l'information, surtout sur la partie, par exemple, réussir sa migration de dossier, où là, je peux avoir des conseils et des aides sur la mise en œuvre autour de ça. Donc là, par exemple, on peut aller sur réussir sa migration de dossier, et là, je vais survoler, je ne vais pas tout lire, je vous laisserai y aller et pouvoir profiter de tout ça. Mais en fait, vous voyez, on a mis à disposition des formats courts. Alors ça, c'était très important, on essaie de trouver un cahier des charges assez fort, c'est-à-dire format court, bon là, on a 10 slides, 10 pages. On essaie de faire un format court parce que ce qu'on veut, c'est pas vous perdre sur la lecture, on veut que ce soit assez synthétique et simple. Après, n'hésitez pas à revenir auprès de vos CSM, hein, on est là pour ça aussi, pour leur demander plus de précision, plus de détails. N'hésitez pas non plus à revenir auprès de votre consultant formateur si vous êtes en cours de déploiement. Il est là aussi pour vous guider là-dessus et vous aider à réfléchir, à établir les choses. Vous voyez là, donc on a plusieurs menus. Bon, je balaye, hein, mais l'idée c'est de faire quelque chose de synthétique, de simple, mais qui vous aide à vous projeter et à réfléchir à votre organisation et vous mettre en œuvre les outils et les usages. Donc voilà, bon, c'est très important de pouvoir feuilleter ça. Donc là, c'est ouvert à tout le cabinet, hein, pour tous ceux qui se sont inscrits sur la communauté. N'hésitez pas à piocher et aller voir ces éléments. Alors on a la même chose après dans enjeux et processus. Alors il y a des livrables qui sont en cours de finalisation et qui vont pas tarder à être livrés. Là, normalement d'ici décembre, on aura toute nouvelle mouture. Bon, je m'excuse, c'est puis au moment où on partage qu'on a des ralentissements.
Et donc, du coup, vous voyez, là, ici, là, on est plutôt sur de l'exploitation conseil, perspective et plutôt les enjeux de la solution. Et là, on est plutôt là-dessus. Donc, sur cette partie-là, là, on va plutôt aller sur des éléments plutôt... alors, on peut penser que c'est un peu conceptuel. On a essayé de faire des outils. Hop là, pardon, c'est moi qui ne suis pas... Le problème d'affichage, là. Il faut que je regarde pour voir pas l'affichage de celui-ci. Pardon, je vais retourner sur un autre, c'est pas grave. Allez sur celui-ci. Eh ben, il veut pas. C'est un mauvais timing. Ah, c'est peut-être parce que j'ai laissé celle-ci. On va fermer celle-ci. On va actualiser. Très bien, Benoît. On a bien saisi le principe de Voilà. l'intégralité des outils disponibles sur la communauté. Ouais. L'idée principale, c'est qu'il y a les outils actuels, on va les enrichir. N'hésitez pas à nous faire vos remontées si besoin d'autres outils. On a une communauté dédiée aussi à la production de contenu pour ça. Et voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un espace d'échange et un espace d'échange entre vous et aussi entre vous et nous. Juste un point important sur cette communauté, parce que j'ai eu des retours de clients qui n'arrivent pas à se connecter à l'application avec leur compte CJ Life. Effectivement, il y a 2-3 petits tricks à connaître. Benoît, si tu peux souligner ces sujets-là sur la connexion à la communauté avec son compte CJ Life. Bah, en fait, ce que je disais, c'est il faut que vous ayez un profil. Alors, vous n'avez pas besoin d'être administrateur CJ Life, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Par contre, en effet, on s'est rendu compte qu'on avait certains collaborateurs qui avaient des travers d'accès. Donc, il y a sur la mire d'accueil, il y a la possibilité de générer un appel comme quoi vous n'arrivez pas à vous connecter, pour qu'on puisse aviser avec vous, voir un petit peu en détail comment, qu'est-ce qui se passe en fait. Hein. Donc, ça peut être un problème de syntaxe de votre lien CJ Life. Comme ça peut être aussi un dysfonctionnement chez nous, parce que CJ Live, c'est une plateforme, donc on a peut-être un travers sur le profil qui vous prive d'accéder correctement. Cela dit, restez pas à vous dire c'est pas grave, sollicitez-nous pour qu'on vous débloque la situation RDLR. C'est investigué, hein, il y a eu des améliorations hein, depuis un mois et demi, parce qu'on a eu ce travers depuis quelques temps. Et là, c'est à chacun de nous redire ce qui peut encore poser problème à aujourd'hui. Top, merci Benoît. Très bien, bonne continuation. Je te laisse la main, Rada. Oui, j'aimerais bien conclure, Pierre, si c'est toujours OK. Bien sûr. OK. Moi, je voulais conclure avec une tendance avant de se retrouver la fin de l'année, dans un mois. Je voulais conclure par en fait ce sur quoi on est en train de se pencher avec Cyril, Frédéric et d'autres PM côté CJ de Loop. En fait, je voulais partager ce sur quoi on travaille, mais aussi pour vous rassurer sur toute cette tendance que vous devez voir arriver sur les réseaux sociaux ou vous-même, utilisateur de web et d'applications web et tout ce qui est IA générative. C'est un grand tournant, un très 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 grand tournant sur toute l'industrie tech, l'arrivée de l'IA générative. Je ne vais pas vous faire un exposé aujourd'hui, mais je voulais juste vous dire que on l'a pris à bras le corps, le sujet. À titre d'exemple, hier, on a passé toute une journée que sur ce sujet avec l'intégralité des directeurs produits et des responsables produits, que ça soit Loop, que ça soit les autres produits de Cegid. C'était pour vous rassurer qu'on va vous donner rendez-vous en juin pour vous montrer l'illustration de nos pistes de réflexion sur le sujet de l'IA générative pour les usages des collaborateurs à travers Loop. Et c'est aussi pour vous dire de commencer aussi, vous, à vous sensibiliser sur cette technologie-là qui
qui va révolutionner en fait toute l'industrie technologique, donc tout ce qui est informatique, mais aussi indirectement les métiers, votre métier de demain. C'est pas une histoire de remplacer qui que ce soit, mais c'est une histoire plutôt d'améliorer ceux qui travaillent déjà avec des outils ouverts sur le web, tels que vous tous ici sur Loop. Donc, Loop, en tout cas chez Cegid, est une des applications dans laquelle il va y avoir cet impact et cette interaction avec l'IA générative de manière assez intense et très vite. Donc voilà, donc c'était pour vous donner cette perspective-là. On va avoir plusieurs rendez-vous ensemble. Donc d'ailleurs, vous êtes invités. Il y en a un à la fin du mois de novembre sur le sujet de l'IA générative et son impact sur l'expertise comptable, le métier de l'expertise comptable. Il y en a un autre en janvier à Lyon. Et puis pour finir, il y en aura un autre en juin, un très très gros événement en juin pour vous donner rendez-vous sur le sujet. Donc voilà, je voulais conclure par ça pour vous dire qu'on on a ce sujet-là dans notre ligne de mire sur l'année 2024. C'est tout bon pour moi, Pierre. Merci Reda, merci beaucoup pour cette perspective et effectivement pour ces prochains rendez-vous importants sur l'intelligence artificielle générative. Écoutez, de mon côté, je vais conclure sur nos prochains rendez-vous, je dirais habituels. Le mois prochain, ce sera le dernier webinaire nouveauté Cegid Loop de l'année, donc en décembre. Donc rendez-vous à ce moment-là. Cyril l'a mentionné tout à l'heure, les web formations gratuites auxquelles vous pouvez vous inscrire également. Hein, donc de nombreux rendez-vous récurrents pour vous. Voilà, de mon côté, je voulais remercier l'équipe produit Cegid Loop, donc Reda, Frédéric, Cyril, également Benoît de l'équipe CSM pour cette plongée importante dans la communauté. Et vraiment, on vous invite tous à vous y connecter, partager, échanger, venir chercher de l'information pour les nouveaux collaborateurs, les nouvelles collaboratrices également, des tutos, hein, comme Benoît vous a présenté tous ces éléments à votre disposition. Donc, vraiment un lieu important où se retrouver et où échanger. Et pour ma part, et je pense au nom de l'équipe, à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et puis surtout vous remercier de votre présence. On était assez nombreux cet après-midi, donc un grand merci à vous de votre temps et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bon week-end.